Bienvenue au Salon de la réflexion, le lieu par excellence où on peut rencontrer des chercheurs qui trouvent, parce qu'il y en a. Aujourd'hui, notre réflexion va porter sur un sujet important. Il s'agit de l'impact de l'hydroxyurée sur certains paramètres hématologiques et la fonction rénale chez des enfants drépanocytaires. Étude qui a été faite sur une période de 12 mois par un chercheur qui trouve. Il s'agit du docteur Marie-Ange Moutia-Kodia que nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue, docteur. Merci. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, en début, nous allons vous poser une question. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous rappeler votre parcours? Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis le docteur Marie-Ange Kodia. Et pour revenir à la question du parcours, je dirais que je suis un pur produit du système éducatif ivoirien. Est-ce que j'ai eu à faire tout mon parcours scolaire ici en Côte d'Ivoire? J'ai fait l'école primaire à l'EPP à Sini-Sagbadou. Et après l'obtention donc de mon CPE, je suis rentrée au lycée municipal de Koumassi où j'ai fait la classe de la 6e à la 3e. Et Dieu faisant grâce toujours, j'ai pu valider donc le BEPC. Je me suis retrouvée au lycée jeune fille de Bergerville où j'ai fait le secondaire. Et après donc l'obtention de mon baccalauréat, je me suis retrouvée à l'EPSS, qui est l'école préparatoire des sciences de la santé, qui est en fait une école qui est en fait un tronc commun avec des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontostomatologie. C'est une année de tronc commun et après le tronc commun validé bien sûr, je me suis retrouvée donc à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, Côte d'Ivoire, où depuis le 13 juillet 2020, j'ai pu sortir de cette UFR-là avec mon diplôme d'état de docteur en pharmacie. Félicitations, docteur. Merci. Pour ce beau parcours. Nous espérons que cela va donner un modèle à suivre, surtout aux jeunes filles. La deuxième question, c'est comment vous est venue l'idée de votre sujet de recherche? Il faut se dire que j'étais en Master 2 quand j'ai appris que le département d'hématologie recherchait donc des étudiants pour des études. Et je me suis approchée donc du professeur qui a été ma directrice de thèse, que je remercie au passage. Donc, il y avait une liste de sujets. Elle m'a suggéré de me pencher sur la drépanocytose. J'ai pas eu beaucoup de mal à accepter ce sujet-là parce qu'autour de moi, je connais pas mal de personnes drépanocytaires. Et dans mon parcours, j'ai eu mon voisin à l'école primaire qui est décédé donc de la drépanocytose. C'est vrai que nous étions des enfants. On ne savait pas vraiment ce que c'est que cette maladie. Mais je l'ai vu partir très tôt. Et quand je me suis retrouvée au lycée jeune fille de Bergerville, ma voisine à l'internat, ma voisine de chambre était également drépanocytaire. Donc, je l'ai vue souffrir et on la conduisait parfois à l'infirmerie du lycée. Donc, pour moi, la drépanocytose était un sujet qui était bienvenu. On devait en parler. C'est une maladie qui traverse des décennies, qui est toujours d'actualité. Donc, je n'ai pas hésité tout de suite à accepter. On comprend d'où vous est venu ce sujet-là. Alors, pour notre question qui suit, c'est comment est-ce qu'on pourrait définir la drépanocytose? Parce que certains ne savent pas ce que c'est. La drépanocytose, il faut dire que c'est une maladie génétique. Et d'ailleurs, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde entier et surtout dans la race noire. C'est une maladie qui est due à une mutation donc d'un acide aminé qui est appelé l'acide glutamique qui se retrouve normalement en position 6 sur le gène bêta du chromosome 11. Mais dans le cas de la drépanocytose, il y a une mutation. Donc l'acide aminé, qui est l'acide glutamique, va céder sa place à un autre acide aminé qui est la valine. Donc, on part d'une hémoglobine A, qui est l'hémoglobine normale, à une hémoglobine S, qui est l'hémoglobine anormale. Il existe plusieurs formes de la maladie. On a la forme majeure anémique, on a la forme majeure non anémique, et puis on a le trait drépanocytaire. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Ouais. Peut-être que la question qui va suivre va nous permettre d'en savoir un peu plus. Quels sont les signes cliniques observables chez les drépanocytaires?
On va regrouper ces signes cliniques-là en deux phases. Dans la drépanocytose, il y a ce qu'on appelle la phase intercritique, qui est en fait un intervalle de temps entre deux crises. Et on a la phase de crise qui est caractérisée donc par la douleur. Pour revenir à la phase intercritique, c'est une phase qui est caractérisée par ce qu'on appelle l'ictère, la splénomégalie et l'anémie pour les formes majeures anémiques. Et la phase de crise, elle est vraiment caractérisée par la douleur. Et c'est une douleur qui est localisée. Le siège diffère en fait selon l'âge. Par exemple, chez le nourrisson, on a ce qu'on appelle, on a des douleurs en fait au niveau des extrémités des doigts. Donc, on a le syndrome PMA. C'est appelé en fait le syndrome PMA. Ce sont des douleurs qui sont caractérisées au niveau des extrémités des membres. Et chez le petit enfant, vous aurez tendance à avoir des douleurs abdominales. Par contre, chez le grand enfant et chez l'adulte, c'est plutôt des douleurs ostéo-articulées. Donc, vraiment, vous allez entendre le sujet drépanocytaire, ce plan de douleur. Le signe caractéristique, c'est vraiment la douleur. Je comprends mieux. Merci beaucoup. Alors, comment se fait habituellement la prise en charge des drépanocytaires? La prise en charge de la drépanocytose, il faut dire que dans nos pays, il n'y a pas de traitement curatif. Dans certains pays développés, il y a ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse. Mais dans nos pays ici, la prise en charge, elle est vraiment symptomatique. Tout à l'heure, j'ai parlé de douleur. Donc, c'est-à-dire que le patient drépanocytaire qui se plaint de douleur, on va lui administrer des antalgiques. On a aussi des mesures préventives qui vont consister donc à informer le patient drépanocytaire de tout ce qui est facteur déclenchant. Par exemple, on a le froid, on a la fièvre, la haute altitude, on a également les efforts physiques intenses qui peuvent déclencher les crises. Donc, le patient drépanocytaire doit être informé de toutes ces mesures préventives-là. Et dans la drépanocytose aussi, il y a ce qu'on appelle la vaso-occlusion, qui est une obstruction en fait des vaisseaux sanguins qui a pour principale cause la douleur en fait. Donc on va administrer des vasodilatateurs pour faciliter donc la qualité rhéologique en fait des globules rouges. Et on a parlé également de l'anémie qui faisait partie des signes de la drépanocytose. Donc quand le patient fait la crise, on va faire ce qu'on appelle l'hémogramme pour vérifier donc le taux de l'hémoglobine de ce patient-là et juger d'un besoin de transfusion ou pas. Lorsqu'on a un taux qui est entre 6 grammes par décilitre et 7, on peut juger de transfuser ce patient-là. Merci beaucoup. Dans le cadre de votre étude, vous vous êtes intéressé à l'hydroxyurée. Qu'est-ce que c'est? L'hydroxyurée, en fait, à la base, c'était un anticancéreux, mais qui a fait ses preuves dans la prise en charge de la drépanocytose. L'hydroxyurée a montré cette capacité de réactiver donc la production de l'hémoglobine fœtale en réduisant parallèlement le taux d'hémoglobine S, qui est l'hémoglobine anormale. Et par conséquent, on a donc une amélioration de la qualité de vie des patients. Donc, c'est d'abord un anticancéreux, ce n'est pas un traitement direct pour la drépanocytose, mais ça fait quand même ses preuves dans la prise en charge de la drépanocytose. Très bien. Et à votre avis, quel est l'impact de votre recherche, votre étude? L'impact de cette étude, c'était d'abord de montrer dans un premier temps que l'hydroxyurée augmentait effectivement le taux d'hémoglobine F et donc réduisait le taux d'hémoglobine S et améliorait la qualité de vie du patient. Mais en dépit de cet effet qui semble être bénéfique, il n'en demeure pas moins que l'hydroxyurée reste quand même un anticancéreux. Donc notre intérêt, c'était de rechercher vraiment si l'hydroxyurée n'entraînerait pas une toxicité rénale chez ces enfants-là. Et je voulais ajouter que l'hydroxyurée, en fait, est administrée chez le patient drépanocytaire majeur. Il ne faut pas l'administrer lorsqu'on a le trait drépanocytaire parce que là, c'est vraiment une phase asymptomatique. Et il faut l'administrer également à faible dose. En général, c'est un professionnel, un spécialiste qui administre l'hydroxyurée? Oui, c'est un spécialiste.
D'abord, j'aimerais préciser que c'est sous forme de gélules qu'on administre. Donc, le drépanocytaire, il a son médecin traitant. En général, ce sont des hématologues qui suivent les drépanocytaires. Donc, on fait l'hémogramme, on fait également l'électrophorèse. On détermine donc la forme du patient. Et lorsque c'est un patient qui a la forme majeure, dans ce cas-là, on peut administrer l'hydroxyuréine. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut l'administrer chez le patient drépanocytaire majeur. Quand vous dites patient drépanocytaire majeur, vous parlez de son âge ou du Non, type pas de du type, c'est plutôt le drépanocytose? type. C'est la forme grave, c'est la forme SS. Très bien. Et chez ceux qui ont des formes mineures, ce n'est pas nécessaire? En général, ceux qui ont des formes mineures, c'est vraiment le trait drépanocytaire. Ce sont des formes asymptomatiques. Donc, vous allez voir que le drépanocytaire majeur sera un patient qui va faire peut-être plus de 3 crises par an. Mais le drépanocytaire, celui qui a le trait drépanocytaire, en général, une crise au passage. Voilà. Et à quel résultat êtes-vous parvenu? Nos résultats étaient plus ou moins satisfaisants. Du point de vue hématologique, on a essayé de prouver qu'il y avait une augmentation du taux d'hémoglobine fœtale, une réduction du taux d'hémoglobine S. Donc, on a pu observer le nombre de réductions donc, des crises chez nos patients, également le nombre d'hospitalisations. Et ce qui était plus intéressant, c'est qu'avant l'étude, on a prélevé les paramètres, on a fait des dosages avant l'étude. Nous sommes passés donc de plus de 3 crises avant le traitement à pratiquement une crise par an en fait. Donc, et nos patients n'étaient pratiquement plus transfusés. Ça, c'est le point de vue hématologique. Mais quand on parle des paramètres rénaux, des paramètres rénaux, s'il vous plaît, je dirais que oui, les résultats étaient satisfaisants parce que nous sommes passés d'une hyperfiltration glomérulaire à une normalisation de la filtration glomérulaire. Il faut dire que le début de filtration glomérulaire est en fait le volume de liquide filtré par le rein par unité de temps. Et lorsque ce taux-là lorsque ce taux augmente ou que ce taux réduit, ça peut présager en fait une anomalie au niveau du rein en fait. Mais nous, dans notre cas, avant le traitement, les patients avaient une hyperfiltration et à la fin du traitement, nous nous sommes retrouvés avec une filtration normale. Ce sont d'excellents résultats. Où est-ce qu'on peut trouver votre thèse et à quoi est-ce que les lecteurs, les chercheurs peuvent s'attendre en parcourant ce travail-là? La thèse, vous pouvez la retrouver donc à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et aux lecteurs, en fait, on voulait faire comprendre aux lecteurs que la drépanocytose est une maladie qui traverse des décennies, mais qu'au-delà de cela, il y a aussi des recherches qui s'intéressent toujours à la drépanocytose. Et que l'hydroxyurée, qui est la molécule à laquelle nous sommes intéressés, est en fait une lueur d'espoir pour ces patients drépanocytaires, puisque je l'ai dit tantôt que jusque-là, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, lorsqu'on sait qu'il y a des traitements qui pourront plus ou moins améliorer la qualité de vie du patient, on s'est dit tout de suite que c'est vraiment une lueur d'espoir. Merci beaucoup. Alors, docteur Kodia, quel sera votre mot de fin? Est-ce que vous avez un message à adresser à nos téléspectateurs? Oh oui, merci. Je voudrais adresser un message en fait à la jeunesse parce qu'on a parlé de la drépanocytose, certes, mais on n'a pas parlé du mode de transmission. C'est une maladie héréditaire qui se transmet de parents à enfants. Et je me rappelle que notre professeur nous disait tantôt qu'il était mieux lorsqu'un homme vous fait la cour, il est mieux de lui demander son électrophorèse de l'hémoglobine plutôt que de demander peut-être la couleur préférée. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux jeunes et surtout aux futurs parents de vraiment faire leur électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de connaître son statut pour éviter en fait d'avoir des enfants drépanocytaires demain. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons de tout cœur que cet appel-là
n'est pas tombé dans des oreilles de sourds et que la population va en tenir compte. Merci d'avoir suivi le salon de la réflexion, le lieu par excellence où on trouve des chercheurs qui trouvent. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Dr Kodja. À bientôt pour une nouvelle réflexion.